Nous allons recevoir votre ami, camarade, concurrent, rival Vincent Peillon. Et le temps qu'il s'installe, nous voyons ses explications sur sa candidature qui fut un peu la surprise puisque vous, Benoît Hamon, vous étiez parti très tôt de cette campagne à la primaire des socialistes. Vous pouvez être le candidat du rassemblement. D'abord, le rassemblement dans le cadre pour gagner. Parce qu'on a l'extrême droite, elle est haute. Vous avez entendu Marine Le Pen cette semaine. Aller chercher les enfants des étrangers dans les écoles. On voit que derrière un vernis social, eh bien l'extrême droite la plus dure, celle qui a déshonoré notre pays, est toujours là. Vous connaissez beaucoup de candidats aujourd'hui à la primaire qui ne souhaitent pas rassembler ? Il y a en même temps la droite de M. Fillon. Cette droite qui est en train d'affirmer des choses d'une dureté incroyable. Attaquer les fonctionnaires. Vous savez, j'étais ministre de l'Éducation, vous l'avez rappelé. Ils avaient supprimé 80 000 postes. Nous en avons créé 55 000. Vincent Peillon, vous vous déplacez en France et tous les parents d'élèves, vous en êtes sans doute, disent il n'y a pas assez de professeurs. Il veut en supprimer 200 000. Il ne pourra même pas le faire. J'entends ce discours. Donc la gauche doit gagner. Qui ne le tient pas au sein du parti, au sein de la primaire? Manuel Valls le tient, Arnaud Montebourg le tient. Pourquoi vous en plus? Benoît Hamon le tient. Vous aurez peut-être noté que j'ai une éthique politique. Je suis le seul candidat. Si le président avait été candidat, et je pensais que c'était à lui d'assumer devant les Français son bilan. Pourquoi? Parce que les jugements sur sa personne comme sur son action sont injustes. Il y a un seul pays en Europe qui a maintenu sa cohésion sociale, son niveau de sécurité sociale, qui a même créé des postes de fonctionnaires, qui a fait de nouvelles conquêtes de protection sociale. La garantie jeune, la possibilité pour ceux qui ont travaillé tôt de partir plus tôt. Eh bien, en même temps qu'on a réduit les déficits, on a maintenu nos modèles sociaux et même on l'a fait progresser. Et je crois d'ailleurs que très vite les Français vont réapprécier et sa personne et ce bilan. Il y a eu des erreurs, j'en parlerai. Vous êtes celui qui va défendre le bilan de François Hollande, vous êtes le candidat de François Hollande pour que les gens comprennent bien. Écoutez, je suis le candidat d'une éthique politique car je suis parti du gouvernement avant ceux qui peut-être n'ont pas l'air de vouloir soutenir leur propre bilan. Mais je reconnaîtrai aussi les difficultés qui nous ont amenés dans cette situation unique sous la Ve République, qu'un président qui a bien gouverné ne peut pas se représenter. Dernier des candidats socialistes à la primaire à venir face à la rédaction de Mediapart, Vincent Peillon. Bonsoir Vincent Peillon, vous avez 56 ans, vous êtes philosophe de métier, vous êtes socialiste depuis 1992, ça fait un bon quart de siècle en 2017, vous êtes député de la Somme à partir de 97, puis ensuite député européen, vous avez été, et nous allons y revenir, ministre entre 2012 et 2014 sous la présidence de François Hollande, et vous êtes à ce moment-là redevenu député européen. Comme à tous les invités, tous vos autres rivaux ou concurrents de cette primaire socialiste, nous posons la même question. Comment pouvez-vous nous donner envie à tous ceux qui ont vu l'échec de ce quinquennat, au point que le président a dû renoncer à être candidat à cette succession? Comment pouvez-vous nous donner envie de participer à cette primaire, de vous départager? Et dans votre cas, la question a d'autant plus de pertinence que vous êtes un peu la surprise de cette primaire. Les trois autres, on s'y attendait, on savait que si Hollande n'y allait pas, Valls irait, Montebourg c'était prévu, Hamon c'était prévu. Et vous, on se demande en clair, qu'est-ce que vous venez faire là? Vous qui étiez parti, certes au Parlement européen, mais on n'entendait pas beaucoup parler de vous, on va y revenir, qui écriviez des romans policiers, il y en a un qui sort actuellement, un nouveau, et qui par ailleurs donniez des cours de philosophie à l'université de Neuchâtel en Suisse, et c'est pas tout près. Pour la raison, les deux questions se rejoignent. Pourquoi aller voter et pourquoi être candidat? Me semble-t-il, si on sort du clapotis des choses et des propos, le drapeau de la gauche, l'étendard, pour, je crois, beaucoup de femmes et d'hommes de gauche, il est à terre. Ce n'est pas simplement la responsabilité des hommes. Je n'aime pas les procès ad hominem, comme on dit maintenant, les Hollande bashing, etc., parce que notre problème est beaucoup plus profond que celui-là. Ça n'exonère personne de ses choix, de sa responsabilité, de sa liberté. Mais la question est plus profonde. Et s'il faut aller voter, c'est parce que nous avons besoin d'écrire, je crois, une nouvelle page de l'histoire de la gauche. Aucun d'entre nous, dans toutes les
les différences de nos sensibilités à gauche. Elles ont toujours été, ce n'est pas une nouveauté. Aucun d'entre nous ne peut souhaiter soit revoir un 21 avril 2002, c'est-à-dire l'extrême droite nationaliste, raciste, on l'a vu encore cette semaine, même si elle se dissimule parfois, mais historiquement elle l'a toujours fait, derrière des thèmes sociaux, au second tour de l'élection présidentielle. Et personne ne peut souhaiter ou trouver son confort, y compris protestataire, dans l'idée que François Fillon, puisqu'il a été désigné, soit aux responsabilités de la France. Vous voyez que maintenant il fait une proposition aujourd'hui sur des quotas d'étudiants étrangers pour nos universités. Mais on a vu dans la campagne que son programme est très clair. C'est d'ailleurs le vieux programme, pas de la droite, je dirais, qui a existé, qui a pu parfois, je pense à l'IVG ou à d'autres termes, l'engagement européen dont on aura l'occasion de reparler, mais vraiment de la droite revancharde qui veut casser la sécurité sociale, que l'on se soigne en fonction de sa capacité contributive, qui s'est attaqué aux fonctionnaires quand on voit l'état de ce pays, les gens qui sont au front de l'urgence sociale, parler des hôpitaux ces derniers jours, il suffit d'y aller pour voir ceux qui enseignent dans les quartiers difficiles, bon. Et puis une fiscalité qui exprime toujours quand même des choix de société très profonds, c'est-à-dire donner plus à ceux qui ont déjà plus et enlever aux autres et leur faire payer d'ailleurs le confort des... Donc je crois que quand on est de gauche, quelle que soit sa sensibilité de gauche, on ne peut pas vouloir ça et ce serait dans le fond une forme de paresse et de démission. Donc il y a un drapeau qu'il faut relever. J'ai dit que c'est mon sentiment que la République a un genou à terre. Nous avons été colonisés ces dernières années par des débats identitaires qui nous ont éloignés profondément de nos valeurs. Et je pense que le moment est venu. Moi, je n'avais pas prévu, vous l'avez dit, qu'il serait là maintenant. Un président avait été élu, il avait, à mon sens, je parle d'éthique politique, à aller porter son bilan devant les Français. Je pense d'ailleurs qu'il aurait pu expliquer certaines choses. Ce n'est pas le cas. C'est la première fois sous la Ve République. J'espère que ça l'achève, la Ve République. Mais maintenant, je veux céder à aucun découragement, et je pense qu'aucun de nos électeurs, au fond, n'a envie de céder aux sirènes des plus malfaisants, qui, y compris parce que ça fait qu'un mois que je suis revenu dans cette arène médiatico-politique que je n'aime pas. Et qu'est-ce que je vois? La fachosphère domine les débats. Ils inscrivent à l'ordre du jour de beaucoup de gens les thèmes qui sont les leurs. On n'est pas repris sur le social, on n'est pas repris même sur la discussion institutionnelle, on est repris toujours sur des thèmes qui vont désigner des catégories de population, assigner les gens à des origines religieuses ou ethniques, et c'est insupportable. Donc je suis candidat pour qu'une autre France, et je la crois majoritaire, et je crois qu'elle est belle, arrête de courber la tête et dise ça, ce ne sont pas nos valeurs, ce n'est pas ce que nous voulons faire. Si certains ont failli dans notre camp, c'est arrivé à d'autres moments. On ne s'est pas désespéré pour autant, on est reparti. Donc je crois que c'est la même raison, et moi j'en appelle à tous ceux, sans doute insatisfaits du quinquennat, mais conscients de ce que les autres préparent, à dire maintenant écrivons une nouvelle page de notre histoire. Lénaïque Bredou de la rédaction de Mediapart qui m'accompagne pour animer cette soirée. Bonsoir Vincent Payon, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. Depuis votre entrée en campagne, là vous parlez du drapeau de la gauche en berne ou à terre. Je vous ai entendu à plusieurs reprises justement vous revendiquer comme étant un candidat au cœur de la gauche. Vous citez Léon Blum, le Conseil national de la résistance, François Mitterrand. Mais justement, vous balayez un peu d'un revers de la main quand même ce quinquennat, comme si ça n'avait pas eu lieu. Comme si on pouvait oublier en disant bon ben voilà, il y a eu ça, mais on va revenir au cœur de la gauche. Comment vous pouvez vous exonérer d'un bilan critique précis de ce quinquennat qui a quand même désespéré un très grand nombre de vos électeurs? Je crois que j'ai été très précis dès ma première intervention. Le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans une façon de penser, on a oublié que penser, c'est relier, et on prend une chose ou l'autre. On dit, la loi travail, je vais l'abroger. Non, vous ne dites pas ça. Non, mais justement, et moi, vous avez le temps. Moi, j'ai le droit d'examen, j'ai le droit d'inventaire. Lorsque certains suppriment 80 000 postes d'enseignants, que nous en recréons 54 000, et hier, il y a eu un bilan sur les professeurs qu'on a mis dans les zones d'éducation prioritaire, je vois que certains inscrivent ça à leur projet, 5 000. Lorsque on rembourse l'IVG, lorsqu'on fait le mariage pour tous, avec la violence ignoble, raciste, insupportable contre Mme Taubira, je dis des choses ont été faites. Lorsqu'on s'est battu pour le mécanisme européen de stabilité, ce sont des choses qui ont l'air complexes, ça a permis de
aider la Grèce, pas sauver, il y a de grandes difficultés, mais aider la Grèce à rester dans l'Europe. Moi, je dis, je ne jette pas le bébé avec l'eau sale du bain. Et ceux qui le font, attention à ce qu'ils font. On ne construit pas sur des ruines, on ne construit pas sur des injustices, on ne construit pas sur une absence de discrimination de ce qui est bien, de ce qui ne l'est pas, ou de ce que l'on juge, soyons plus modestes, bien ou pas. Moi, j'ai été très précis sur 3 points. Vous voulez que je parle du quinquennat? Ça ne m'étonne pas. Mais je l'assume totalement. Vous savez très bien la déception de vos électeurs. Je pense qu'il y a 3 problèmes, qui sont d'ailleurs de nature assez différente. Il y a un premier problème, j'espère qu'il a été si fort, si grand qu'il ne se reproduira jamais celui-là. C'était la première fois dans notre histoire. On a eu des échecs, hein, la gauche, toujours, quand on a gouverné. Mais quand même, gouverner avec une base politique aussi étroite, de façon aussi peu rassembleuse, à l'égard de ceux-là même qui avaient voté pour vous. Les gens du Front de gauche ont voté pour François Hollande, absent. Bayrou, c'est un historique, parce que le Parti communiste et que nous ayons eu des liens avec lui, on les a toujours eus. Mitterrand, à 83, mais au départ, ils sont là. 97-2002, ils sont toujours là. Bon. Là, pour la première fois, on ne peut pas parler avec eux. On peut prendre les votes, on ne peut pas parler avec eux. Ma loi, moi, elle a été votée par toute la gauche. Il n'y a pas eu besoin de 49-3. Il suffisait juste de parler et de penser qu'on est plus intelligent à quelques-uns que tout seul. Bayrou, c'est historique. Il faut comprendre ce qui s'est passé. Et que, dans le fond, ce n'est pas seulement une main tendue qui a été refusée, c'est un assassinat qui a été orchestré, y compris dans sa circonscription, pour le faire perdre. Donc en clair, ce que vous dites, c'est qu'en 2012, élu, François Hollande n'a pas rassemblé tout ce qu'il aurait dû rassembler. Bien sûr. Que lui n'a pas fait. François Hollande, parce qu'il n'y a pas, c'est pas Manuel Valls, le Premier ministre à ce moment-là. Bien sûr. Et je l'avais dit d'ailleurs bien avant, puisque qui avait été tué par le Parti socialiste, cherché à rassembler Taubira, Cohn-Bendit, Robert Rue, tous ceux qui voulaient bien venir, dont Marielle de Sarnez, Jean-Luc Benamias à l'époque, qui était au MoDem, pour leur dire il faut qu'on construise. Et je le pense dans le moment historique, très fortement. On parlera du Conseil national de la résistance. Tous ceux qui résistent à cette dérive anti-républicaine qui nous mine doivent, même si après on va parler des taxes. Donc ça, c'est une erreur politique fondamentale. Et la justice immanente, le ver était dans le fruit, il n'a cessé de se développer, car en réalité, quand Manuel Valls arrive en 2002, avec le départ de Moscovici et de moi-même, qui représentions, 2014. je crois, 2014, pardon, une sensibilité dans le Parti socialiste, en tout cas, qui pouvait représenter cette sensibilité. D'autre part, les Verts s'en vont. Oui, il y a un rétrécissement encore, de la majorité. les amis de Madame. Donc, et donc, on se trouve dans la situation, bien entendu, c'est pareil quand on exclut des gens. Les gens qui sont exclus ont raison de taper à la porte et de dire « écoutez-moi ». Donc, ces gens-là sont exclus, et on a cette palinodie pendant 2-3 ans des frondeurs, on est dedans, on n'est pas dedans, on est socialiste, désastreuse devant les Français, désastreux pour conduire la politique. Première critique. Elle est très importante pour penser l'avenir de la gauche et de notre pays. Il faut vraiment comprendre qu'on doit en tirer toutes les leçons. J'entends très bien, M. Péon, mais juste, comment vous pouvez aujourd'hui convaincre vos électeurs, les électeurs socialistes, du premier tour, du deuxième tour, peu importe, que justement, François Hollande, quand il est élu en 2012, il parle de l'histoire de la gauche, il s'inscrit dans l'histoire de la gauche, il parle des partenaires de la gauche. D'ailleurs, on disait, parfois pour le moquer, qu'il était la synthèse, mais que justement, il savait faire ça. Comment, 5 ans plus tard, vous pouvez les convaincre que le Parti socialiste peut encore faire ça ? Bon, d'abord, chacun a son histoire pour témoigner pour lui-même. J'entendais parler d'exemplarité. Moi, ça a été mon premier texte en 1994, et je rends souvent hommage, vous le savez, je l'assume, à une tradition socialiste, on parle de gauche morale, mais je l'assume. C'est-à-dire, je fais ce que je dis ce que je fais. Parler du mandat unique tout à l'heure, j'entendais. En 97, un certain nombre de jeunes députés signent un texte pour dire le mandat unique. Bon, moi, je l'ai appliqué dans les 20 ans de ma vie politique. Je suis le seul signataire de cette motion. Ça a toujours été... Donc, chacun se fera son idée. J'ai rassemblé, je suis le seul à l'avoir fait, ces gens de sensibilité très différentes dans la gauche. Donc, il y a des papiers, on va dans les archives, on regarde, les faits comptent dans l'histoire. Mais il y a un argument supplémentaire,
c'est que je vais devant les Français, devant la gauche, en disant « je ferai la proportionnelle intégrale ». J'ai 25 ans de vie politique. En dehors du fait que cette proportionnelle et l'Assemblée unique, c'était la thèse des Républicains dès 1875, il faut relire les débats. Ils sont magnifiques, ils sont d'une grande actualité, à mon avis. Mais la question, pour moi, elle est que ce fait majoritaire, brutal, et cette Ve République, dont on nous a dit quoi ? On nous a dit qu'elle serait efficace. C'est un désastre en termes d'efficacité. On a ces alternances permanentes, on a cette France qui n'en peut plus, on a 50% de nos concitoyens. Alors ils ne pensent pas comme moi. Et c'est quoi la démocratie ? Ben, ils ne pensent pas comme moi, mais qu'on a mis dehors, pas seulement le Front National. On a tué le centre, on a tué les Verts, et on va se tuer nous-mêmes pour finir avec cette affaire. Donc, moi, je vais devant les Français, et je vais devant toutes les sensibilités de gauche, en leur disant, c'est pas une dose de proportionnelle, c'est pas une aumône, une charité de représentation. Je veux la proportionnelle intégrale pour les élections législatives. La transformation du Sénat, l'indépendance du parquet sont mes engagements par référendum, parce qu'il y a de l'ordre constitutionnel, c'est le souverain, le peuple souverain qui doit trancher. Et voilà, donc je peux vous dire que ça. Mais je sais que je suis toujours trop long, mais comme vous m'avez posé une question intéressante quand même, je vais continuer ma démonstration. Il y a des questions qui portent sur la superstructure politique qui nous a renvoyé à une question de fond. Il y a deuxièmement une orientation économique qui a posé problème et qui renvoie à l'éthique. Vous allez devant les Français. Moi, je crois, et regardez bien mon projet, je vais continuer, même si je mets sous condition le CICE, la politique de l'offre, pour des raisons, si elles vous intéressent, qu'on pourra débattre. Mais ça n'avait pas été dit. Donc on était dans le monétisme, parce qu'on fait la guerre à la finance, donc on tient des discours de tréteaux, comme disait Jaurès. Et puis on arrive, on dit « Ah bah c'est plus compliqué que ça ». Donc les gens se sont sentis quand même un petit peu, c'est arrivé à d'autres, la fracture sociale, et puis Juppé connaît cette histoire. Mais c'est un problème majeur de rupture de confiance. Et là, je crois que... À ce moment-là, vous êtes ministre du gouvernement. Bien sûr. Et là, je crois que je vous en parlerai si vous voulez. Mais je crois que, en plus, le choix économique, souvenez-vous les badges de M. Gattaz avec 1 million d'emplois. Le choix économique, j'ai même vu la droite faire des baisses de charges sous condition. Nous, on fait 40 milliards, 30 milliards plus 10, sans condition. On a attendu l'inversion de la courbe du chômage, Donc la première victime, on sait qui ça a été, il n'est même pas candidat. Mais c'était quand même une grande naïveté politique. Donc il y a des choix très très fondamentaux pour le pays, qui peut-être ont été, à mon avis, assez mal conçus. Et puis il y a la question des valeurs. C'est le divorce. Moi j'ai vu, j'en ai parlé avec le président de la République, j'ai vu des gens... non, au moment où cela se produisait. Vous voulez parler de la déchéance ? Je vais parler de la déchéance, parce que ça a été la blessure. J'ai vu des gens, vous savez, on a un petit électorat fidèle qui nous reste dans les moments les plus difficiles. Pas toujours très jeune d'ailleurs maintenant. Là, des gens ont été touchés dans leur identité même de républicains et de socialistes. Nous avons écrit ici que c'était l'ultime rupture pour nous. Elle avait commencé assez tôt. Je l'ai vécu avec, si vous voulez, et je crois que d'autres l'ont vécu, pour le raconter, Taubira, Duflot. Nous sommes... l'encadrement des loyers, nous sommes dans... et si la justice était un peu plus indépendante, et si on trouvait des alternatives à la prison, et puis moi, dans ma lutte pour une école plus égalitaire, et qui garde quand même les vertus qui sont les siennes, et y compris, parce que je continue de le penser, ce n'est pas que de la structure, c'est un esprit, un peuple, et donc qui est sur ses valeurs. Très bien. Mais quel est le débat qui est imposé ? Très tôt, c'est les Roms. C'est très tôt. Et puis moi, je vis un épisode 2012. Que vous avez suivi, qui était celui dit de Leonarda. Bon. Et donc très tôt... Et les déclarations de Manuel Valls qui dit qu'au fond, ces gens-là ne sont pas intégrables. C'est les déclarations de Manuel Valls, mais pour avoir lu des journalistes qui ont fait un livre avec le président, j'ai été surpris, le connaissant, qu'il disait, dans le fond, il avait raison. Ce qui explique qu'il ait été nommé Premier ministre. On aurait pu en choisir un autre de Premier ministre. Donc un président ne devrait pas dire ça. Donc, et là, ça fait trois choses qui vous explique cette difficulté. Une chose structurelle, on ne fera plus vivre ce pays de façon républicaine et à gauche avec ces institutions-là. Ça, d'autres l'ont dit avant, mais là, on a presque la preuve expérimentale que là, on ne peut même plus se présenter. Bon. Deuxièmement, des erreurs d'orientation politique et, dans le fond, de rapport à l'élection et à sa propre parole. Et troisièmement, cette question
qui ne sera pas réglée simplement par une question institutionnelle, hein, même si à mon avis, elle peut aider les hommes à surmonter certains travers, qui est cette question des valeurs qui a été présente tout le temps. C'est-à-dire que l'identitaire a remplacé le social, l'internationalisme, les valeurs qui sont les nôtres. Permettez-moi une question directe sur les candidats. Je fais plus court maintenant. Vous parlez que vous revendiquez cette gauche morale. Vous dites que justement, cette rupture, elle s'est faite assez tôt dans le quinquennat et cette erreur des débats identitaires. Il y a un candidat qui revendique le fait que la question identitaire est aujourd'hui centrale, y compris à gauche. Il s'appelle Manuel Valls. Vous qui parlez souvent d'éthique en politique, de votre éthique politique, est-ce qu'il est concevable pour vous d'appeler un jour à voter pour Manuel Valls? Ce n'est pas la question si, ça peut être une aujourd'hui. question. Ça peut être la question au lendemain du 22 ou du 29 janvier. Ça peut vous surprendre, et je le comprendrai comme ma candidature, mais je ne suis pas venu pour voter pour les uns ou pour les autres. C'est pas la question. Je suis venu pour gagner. Et pas gagner simplement contre mes camarades avec leurs différentes sensibilités, je parlerai aussi des autres. Parce que si j'avais considéré qu'à la gauche du parti, dont je me demande de plus en plus en quoi elle est à gauche, si j'avais considéré que j'avais un candidat, je ne suis pas le pousse-toi de là, je m'y mets de la politique d'aujourd'hui. C'est pas ça dont je vous parle d'éthique. Vous parlez d'éthique politique. Je vous parle d'éthique politique. Je vous parle d'éthique politique. J'ai dit aujourd'hui, Benoît, on est très fâché que vous avez eu avant, que le 49.3 citoyen me semble une attaque contre la démocratie représentative, à laquelle je tiens. Parce que s'il y a 1% de gens qui peuvent en bloquer 99, un gouvernement et une majorité, alors là, c'est quoi? Donc c'est les ligues, hein, c'est les qui vont faire... les factieux, vous voulez dire? Qui qu'ils soient, on en a vu. 400 000, c'est vite fait. Prenez toutes les grandes lois de la gauche, les 400 000, ils étaient là hein, pour signer contre nos lois, qu'elles soient sociales ou... Donc moi, mon débat, je sais bien que c'est la tendance. La facilité est toujours la tendance. Mais je ne suis pas un candidat obsédé par Valls. Je suis un candidat obsédé par comment on va avoir dans ce pays une gauche et un camp républicain qui redresse la tête, qui a la nuque ferme, qui se bat pour la justice et qui ne dit pas n'importe quoi. Parce que vous alimentez... Lorsque vous dites des choses comme ça, je vous prends un autre exemple très Mediapart. Vous parlez de moi ou de... Pas du tout, c'est ma façon de parler. Ne prenez jamais pour vous. Jamais pour vous. Non, jamais pour vous. Mais... Et si à un moment vous trouvez que je suis trop brutal dans ma façon d'exprimer, vous me le dites. Mais j'ai un peu de passion et je ne le gommerai pas dans ce moment-là. Il y a un autre débat là que j'aurai avec Benoît et que j'ai commencé à... On dit, on va grouper le budget de l'armée et de la police. Enfin, on dit, Benoît dit, je vais être plus clair, on va faire un seul budget. Benoît Hamon dit, on va faire un seul budget pour l'armée et la police. Bon, c'est un pays étrange, personne, et une gauche qui est devenue étrange, personne ne réagit. Moi, je dis qu'il faut séparer l'armée de la police, que c'est la tradition républicaine, et que quand ceux qui doivent faire la guerre à l'extérieur maintiennent l'ordre public dans les banlieues ou ailleurs, on est déjà dans un début de changement de régime. C'est un débat qui a eu lieu dans la primaire de la droite, très caché, mais comme je travaille sur ces questions au Parlement européen, j'ai vu que même à droite, il y avait des républicains pour dire « arrêtez-vous ». Mais si l'exemple pris pour illustrer ça, c'est Sentinelle, alors est-ce qu'on va au bout? C'est l'état d'urgence à vie? C'est on transforme Sentinelle, qui est quand même, ça doit durer seulement un moment, j'imagine. On ne va pas penser qu'on va poursuivre ça éternellement. L'état d'urgence? Et y compris de prendre comme modèle Sentinelle pour rapprocher l'armée et la police et faire que l'ordre intérieur public... Ce qui revient à l'état d'urgence permanent que défend par ailleurs aussi Manuel Valls. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y aura un rendez-vous en juillet. Enfin, moi, je ne veux pas. J'ai tellement de désaccords avec Manuel Valls. Mais ce que je vois qui n'est pas bien, je vous le dis parce qu'on parle très librement, hein, je pense, et sinon, ma candidature d'ailleurs n'aurait pas de sens, si je pensais qu'il n'y a pas des difficultés de l'autre côté. Vous savez qui a installé Manuel Valls, Premier ministre? Vous savez, oui. On n'a pas peur de l'histoire, on n'a pas peur des faits. Benoît Hamon, et d'Arnaud Montebourg. Hamon, donc moi, je plaide pour la cohérence, je plaide pour les principes, je plaide pour que la politique politicienne ne prenne pas le pas sur ce que j'appelle le politique et qui nous appartient à tous, y compris à ceux qui sont des sans-pouvoir. Et qu'est-ce que nous avons comme pouvoir? L'examen critique, la lumière, le souvenir des faits, c'est le travail. Donc moi, je le fais aussi quand je vois qu'il n'est pas fait. Mais quand même... Le 49.3 citoyen, il traîne depuis 15 jours. J'ai entendu personne en parler. Bon. Et on pourrait parler du revenu minimum d'existence. J'ai quelques idées là-dessus. Je vois que les associations montent, la FNAR, s'alerte, etc. Mais à mon avis, si on sait ce qu'est la solidarité, c'est-à-dire quand j'ai plus, je donne à ceux qui ont moins, ce n'est pas l'illustration d'une mesure de solidarité.
Bon, je n'aurai pas de réponse à cette question, mais ce sera pour une prochaine fois. Quelle question? Sur est-ce que votre éthique en politique vous interdit ou non d'appeler un jour à voter pour Manuel Valls? Vincent Peillon a dit « je veux gagner ». Vous avez une réponse? Je veux gagner. On va passer à une autre séquence avec Faïs.